troisième conférence de ce VAP Expo ici à Nantes, avec un sujet, un beau sujet aujourd'hui, on va le traiter ensemble, le recyclage et l'éco-responsabilité dans la vape. Voilà, flacon plastique, suremballage, batterie lithium. Il y a aujourd'hui une véritable volonté, et il y a d'autres sujets évidemment qui vont être abordés, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une véritable volonté de la filière vape de prendre en compte l'impact environnemental de ces produits, et c'est finalement le sujet qui va donc nous conduire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut réduire l'impact de l'empreinte écologique de la vape? Si oui, comment? Quelle solution? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer notre filière sur ces points? Pour en parler, donc voici un beau parterre d'invités. On va vous les présenter un par un. On va faire un premier tour de table. On a d'abord avec nous Jean Moiroux, président de la FIVAP. Lève la main, Jean, qu'on te voit bien. Merci d'être là. Alors, donc la FIVAP, je te laisse te présenter en deux mots très rapidement. Oui, donc bon, ouais, ça marche. Bien fort. Bien fort. Donc oui, président de la FIVAP, Fédération interprofessionnelle de la vape, qui représente deux métiers essentiellement, fabricants d'e-liquide et aussi commerçants en produits du vapotage, donc les boutiques spécialisées. Également fabricants d'e-liquide, donc metteurs sur le marché de bouteilles en plastique, donc par essence concernés par le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Parfait, super, ça tombe bien. Avec nous également Frédéric Saint-Gérand. Frédéric, lève la main qu'on te voit bien. Et tu es de l'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Votre rôle à vous, c'est quoi? Nous sommes là pour représenter les vapoteurs à titre d'utilisateurs. Bien fort. Ouais. Pardon, d'utilisateurs, et nous défendons une vape libre et indépendante. Voilà, utilisateurs, vapoteurs qui évidemment ont un rôle à jouer dans ce sujet d'aujourd'hui. Merci d'être là, bienvenue. Avec nous également autour de cette table, on a Rémi Berthe. Rémi, donc tu es le fondateur, CEO de Cumulus Vape. Exactement, donc Cumulus Vape et KMLS, deux entités de distribution, et je suis sur le papier un gros pollueur parce que j'importe énormément de marchandises. Donc cette problématique me concerne, on y travaille, on a déjà mis en place beaucoup de choses et on va prendre plaisir à en discuter aujourd'hui. Parfait, merci d'être là. Avec nous également, on a Maxime Taglione, responsable du développement chez ADNS. Nous aussi, on est distributeur, donc on importe des produits, on est fortement sensibilisé à l'écologie, puisqu'il faut préserver quand même les ressources de la planète. Donc on a aussi des solutions et des volontés pour tout le secteur qu'il faudrait développer conjointement, tous ensemble. Merci, parlez bien fort dans le micro parce qu'il y a un peu de musique dans le salon. On a également Florent Biriotti, qui est le DG de Pipeline. Bonjour à tous. Oui, je suis directeur général de Pipeline France et fondateur d'un petit média qui monte qui s'appelle One Shot Media. Chez Pipeline, donc dans mon activité de distribution, j'importe également du matériel de cigarettes électroniques, des batteries, des produits à traiter en recyclage en D3E, j'imagine qu'on va en parler un petit peu après. On fabrique des liquides en Allemagne, donc de la même façon on met sur le marché des centaines de milliers de fioles tous les ans, et on a une problématique évidemment de recyclage qui nous concerne depuis 2012, puisque on est d'origine allemande et que c'est un sujet qui est très en avance en Allemagne. On connaît les Allemands pour être les leaders du recyclage en Allemagne, et c'est donc quelque chose qui est dans notre quotidien depuis le début de la vape. Et pour compléter donc ce tour de table, Grégory Avril qui est avec nous, cofondateur de Toutatis, un laboratoire, c'est ça, créateur qui crée notamment mécanique des fluides. Ça, c'est un de vos liquides. Et vous avez également plusieurs boutiques, 8 boutiques, et c'est la Vapotech. Oui, ce sont les magasins Vapotech. Tout d'abord, je voudrais faire une petite aparté. Merci à toutes et tous pour vos partages cette semaine. C'était très dur. Comprendront ceux qui peuvent. Merci. Merci. Donc, Grégory, d'habitude, il vient avec un char et sa femme. Voilà, et aujourd'hui, il est en visiteur et on est très sensibilisé aussi à tout ce qui est éco-responsabilité. Et voilà, on est là pour discuter de tout ça. Merci. Parfait. Merci d'être là, Grégory. Et donc, pour animer ce sujet, c'est Sébastien Béziot, vice-président de Sovap et créateur du blog vapiou.com. Merci d'être là, vous tous.
Et je te laisse la parole, Sébastien, pour animer ce débat. Merci pour cette présentation, Charlie. Bonjour à tous. C'est très agréable de voir tout ce monde sur cette conférence. Ça veut dire que ça vous intéresse et qu'il y a de la responsabilité derrière tout ça. Alors, la vape, c'est un domaine bienfaiteur, on va dire. Hein. On sauve des vies, comme on dit en général. Donc, c'est formidable. C'est aussi un domaine d'activité très jeune. Et je dirais qu'au premier regard, on ne s'est pas forcément occupé comme ça tout de suite de ces problématiques éco-environnementales. Et la question maintenant commence à devenir importante parce qu'on parle de flacons à usage unique, on parle de batteries, on parle d'électronique avec des petits appareillages électroniques, donc relativement obsolètes, qui vieillissent assez vite. Donc il y a quand même pas mal de création de déchets et on se rend compte que de plus en plus les professionnels souhaitent avancer là-dessus. Alors, on va essayer de remonter un petit peu les choses et moi je voudrais d'abord parler des consommateurs. Donc peut-être toi Florent, peut-être toi Grégory, et puis toi aussi, Frédéric. Déjà, qu'en disent les consommateurs? Est-ce que vous avez des remontées dans les boutiques en disant mais qu'est-ce que je fous de tous ces flacons, qu'est-ce que je fous de ces accus, qu'est-ce que je fous de ces appareils électroniques, comment je dois faire, etc. Comment c'est déjà ça se passe au niveau du consommateur? On n'a pas, moi j'ai pas eu avant la TPD de grosses demandes, si ce n'est le recyclage de batteries. Qu'est-ce qu'on fait d'une batterie vide? J'ai un vieil accu, machin. Depuis la TPD, clairement, avec les suremballages qu'on a dû mettre sur des bouteilles plastiques. Alors, nous, notre marque Fuel et NKV sont des bouteilles de 10 ml en plastique, comme tout le marché, et qui ont un suremballage, un petit tube en carton, avec un petit capuchon en plastique. Et une étiquette supplémentaire dessus. Donc l'effet pervers de la chose, c'est qu'en magasin, quand un client vient prendre ses 20 liquides classiques, ou peut-être pas 20, il prend une boîte, mais quand il prend 5 liquides classiques, qu'on lui sort 5 tubes, bah, immédiatement il nous dit qu'est-ce que c'est que ça, je ne peux pas mettre ça dans mon sac. Il enlève tous les emballages carton, il les met dans notre poubelle et il part avec ses 5 fioles. Donc déjà, c'est une absurdité sans nom. Et tout ça, effectivement, pour se contraindre à la législation en termes de marquage, de pictogrammes, de taille, de typographie, etc. Donc oui, ça c'est une aberration pour moi, ça ne devrait pas exister, on devrait y réfléchir sérieusement. Et le feedback, le deuxième, c'était pourquoi avoir arrêté les 50 ml. Ça c'est quelque chose que les clients n'ont pas compris, puisque avant la TPD, on avait le droit de vendre des grands contenants nicotinés. Donc, je confirme que nous, les clients s'interrogent sur cette loi, et encore aujourd'hui, ils ne la connaissent pas, et ils sont sidérés de voir qu'on puisse détruire comme ça l'environnement pour des bêtises. Ce que tu dis, c'est que la réglementation a amené déjà une contenance de 10 millilitres en interdisant d'autres contenances et des notifications sur les produits qui font qu'on n'a pas assez de place, on est obligé de faire du carton autour pour emballer. Tout à fait. Voire emballer les différents petits cartons dans des plus grands cartons pour faire des lots de 10, de 5, etc. J'avais discuté avec Virginie justement au dernier Vape Expo où elle me disait que vous aviez tenté de rester sur des flaconnages uniquement le petit flacon en faisant de l'étiquetage autour avec des systèmes de collage et tout, mais elle était complètement dépitée de me dire bah, finalement en fait on va être obligé de suremballer avec du carton parce qu'on nous dit en boutique que ça se vend moins bien. Oui, tout à fait. Le packaging est vendeur. Hein. Il suffit de voir certaines marques qui sont excellents dans le packaging. Mais ça ne fait pas tout parce que je pense à une marque en particulier qui est vendue dans mes points de vente, qui fait des très jolies choses. Et les gens vont acheter une première fois le flacon avec l'emballage et vont revenir après pour racheter la même chose. Et la deuxième fois, ils disent mais non, l'emballage, j'en ai pas besoin. Donc voilà, c'est un effet d'accroche pour la première vente. C'est du marketing, très clairement, mais ça ne sert à rien. Donc effectivement, on a longtemps résisté, comme on est assez résistant, vous nous connaissez. Mais on est obligé de céder à la loi du marché pour avoir des boîtes et des boîtes autour des boîtes pour les rassembler, pour que ce soit mieux rangé dans les stocks. Après, les clients, ils sont sensibles. Ils nous disent le flacon, je le mets dans quelle poubelle? Donc, au début, on ne savait pas trop, donc on s'est renseigné. J'en ai parlé avec Rémi. Nous, sur notre secteur, on a une entreprise qui reprend les bouchons déjà, mais pas les bouteilles. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qui avancent. Mais c'est vrai que nous, en tant que fabricants, c'est très pesant pour nous de mettre tout ce plastique
en circulation, quoi. Donc, ça veut dire qu'en boutique, tu dis aux clients, vous pouvez me ramener vos bouchons. Oui, au moins les bouchons, on va pouvoir le faire, ça. Ça, c'est bon, c'est acté. Ils vont en faire des meubles de mobilier urbain, tout ça, quoi. Alors, les gros flacons de 50 ml en zéro, c'est encore mieux, ils en prennent plus. Alors ça, c'est gratuit, on ne leur vend pas, hein. Voilà, c'est de la matière première. Pour les accus, on a tout ce qu'il faut en boutique. Enfin, je ne sais pas si tous, enfin, il faudrait tous avoir ça, battery box, enfin, au moins quelque chose de similaire. Et au moins, les accus sont recyclés. Tout ce qui est petit matériel électronique, c'est pareil. On peut aussi les recycler maintenant, c'est bien fait. Et en France, on a de la chance, c'est que tout ce qui est carton, papier, quand même, malgré tout, on n'a pas que du mauvais, c'est plutôt bien fait au niveau du recyclage. Donc, on est plutôt bon. Frédéric, au niveau de l'EDUS, est-ce que vous avez de l'écho par rapport à cette problématique? Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les membres de l'EDUS ou les gens qui suivent l'EDUS? Alors, en termes de consommateurs, je n'ai pas forcément de retour d'autres consommateurs, mais moi, en tant que consommateur, je m'étais posé la question, effectivement. J'ai fait le tour de mes boutiques et effectivement, ça posait problème. Pour ceux qui s'en rappellent peut-être pas, qui sont nouveaux dans la vape, moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, j'ai commencé par des petits flaconnages de 10 millilitres en plastique. Et tout de suite derrière, on me proposait des 15 millilitres en verre, des 30 millilitres en verre. Et c'était vertueux sans le savoir, en fait, ça. Sans le savoir. Le verre et le papier, c'est ce qui se recycle le mieux en France, contrairement au plastique. Maintenant, le plastique, on a cette problématique, c'est que c'est traité comme des produits souillés. C'est-à-dire que ça ne peut pas se mettre dans la poubelle jaune, malgré qu'on le fasse quand même, hein, on est bien d'accord. Mais ça devrait être traité sur un circuit à part. Et les boutiques à côté de chez moi, à titre personnel aussi, c'est des petites boutiques indépendantes, à titre personnel, c'est ce qu'ils font. Ils récoltent nos déchets et vont de même à la déchetterie, mettre ça dans les bons bacs en recyclage. Il n'y a pas pour l'instant, au niveau petite boutique, quelque chose qui existe sur un plan d'un réseau national, on va dire, où ils n'ont pas cherché peut-être plus loin que ça. Mais à titre de consommateur, je pense que c'est un problème beaucoup plus large que ça. C'est comme j'ai remis de l'AdBlue sur ma voiture de société l'autre jour, je me suis retrouvé avec le bidon de la même manière. C'est quelque chose qui est un produit souillé, que je ne peux pas jeter comme ça. Il faut que je l'amène moi-même à la déchetterie. Et c'est un problème beaucoup plus global, en fait. Les produits de vape, on est peut-être une petite, vraiment un petit pourcentage dans l'océan de plastique qui se jette tous les jours, quoi. Mais c'est quelque chose de plus où il faut réfléchir. Oui. Et d'ailleurs, un mot sur le sujet, juste, je me permets de parler de ce plastique, c'est que je pense qu'on est aux prémices de ça en France. On est très très loin de ce qu'on va nous demander dans très peu de temps. L'Europe accepte plus le plastique. En Allemagne, c'est terminé. Là, ils ont des problématiques incroyables. Ils réfléchissent à des emballages qui sont plus en plastique, mais c'est quasiment impossible. Il faut y réfléchir, mais voilà. Et on va payer de plus en plus parce qu'on met sur le marché des produits qui contiennent du plastique. Vraiment de plus en plus. Je me tourne vers toi, Jean, au niveau de la... Là, ce qu'on comprend, c'est qu'apparemment, on est encore un peu dans un système de débrouille. Les consommateurs bien informés vont éventuellement nettoyer ou ne pas jeter à tel ou tel endroit. Certaines boutiques s'organisent. Grégory dit, vous pouvez m'amener les bouchons. Il y a une organisation apparemment par rapport aux batteries, mais ça a l'air assez éclaté. Donc il y a deux choses que peut peut-être faire et que fait peut-être la FIVAP, tu vas nous en parler. C'est déjà à un moment donné, est-ce qu'il y a des consignes descendantes sur les gens dans le métier en disant dites aux gens de faire les choses comme ci ou comme ça, et est-ce qu'il y a aussi une organisation de filière en retour pour dire ben voilà, on s'organise tous ensemble, on négocie, enfin je sais pas où on en est là-dessus. Je pense qu'il y a une volonté et une énergie phénoménale dans la société française depuis peu pour s'investir dans des modèles qui sont durables, écologiques, et qu'il y a un manque de moyens. On ne sait pas toujours comment faire pour agir à son échelle ou plus globalement pour avoir de bonnes pratiques et faire ce qu'il faut, entre guillemets.
en tant que filière, on dit qu'on est une filière jeune, mais on est dans une phase où on peut quand même parler de maturité, et c'est pas parce qu'on a un peu moins de 10 ans qu'il ne faut pas imaginer qu'on n'a pas déjà fait beaucoup de chemin. On est vraiment à un moment de notre histoire où c'est la question à se poser. Évidemment, depuis le début, comme notre sujet, c'est la réduction des risques et l'arrêt du tabac, on peut quand même imaginer une échelle et de se dire que on a suffisamment fait le job à ce niveau-là pour commencer à penser impact écologique de filière, à le mesurer, à le calculer et à agir pour pouvoir nous construire dans la meilleure direction tôt dans notre histoire. En tant que fédération professionnelle, on peut voir les choses déjà assez simplement en ramenant ça aux obligations légales de ceux qui à la fois mettent sur le marché des emballages en plastique ou des emballages quels qu'ils soient d'ailleurs, et des équipements électriques ou électroniques, et puis ceux qui les vendent. Tous les professionnels de la filière sont donc concernés par le sujet. Les obligations légales, principalement, ça va être sur les accumulateurs, les batteries. Ce qu'on peut déjà faire, c'est les collecter, et ça, c'est une obligation légale. Donc la personne qui vend des batteries à ses clients doit s'assurer qu'elles sont mises en déchets correctement. Et pour ça, il y a des organismes... Je te coupe une seconde là-dessus. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'un commerçant spécialisé dans le vapotage qui vend des batteries a pour obligation d'informer, de proposer même une solution à ses clients de recyclage des accus. C'est ça. J'ai même une information intéressante à ce sujet, c'est que c'est totalement gratuit. Toutes les boutiques spécialisées peuvent et doivent être des points de collecte pour les accumulateurs. Donc la FIVAP a fait une convention de partenariat avec un des organismes de collecte et propose à ses adhérents, mais aussi à tous les professionnels qui ont des boutiques spécialisées, il n'y a pas de notion de « je suis adhérent FIVAP » ou pas là-dessus, de les mettre en relation pour recevoir gratuitement une boîte de collecte. Et il y a, une fois qu'on a atteint un seuil critique, on peut avoir une collecte de ces batteries qui est comme ça. Cette logique s'applique de la même manière pour les chargeurs et les batteries qui comportent le symbole poubelle barrée, qui sont par exemple un iStick TC40, et qui lui ne peut pas partir dans le circuit de collecte des accumulateurs. Lui, il faut le mettre avec l'organisme écologique, et on peut aussi faire très simplement la demande d'une boîte de collecte, et on récupère ça et on devient point de collecte, comme les ampoules au supermarché ou les piles de télécommande Castorama, quoi. Donc c'est génial, nous sommes des commerçants, nous sommes un réseau de commerçants et on doit devenir déjà légalement éco-responsable en créant un réseau de points de collecte pour nos équipements. Ça, c'est sur la question des accumulateurs et des chargeurs et des batteries avec la poubelle barrée. Et c'est plutôt cool parce que ça, on est obligé de le faire, mais en plus c'est gratuit. Et la FIVAP est en lien avec Ecologique, a signé aussi une convention de partenariat. Ensuite, en position de metteur sur le marché de produits en plastique, effectivement, c'est douloureux et c'est un peu anxiogène de savoir qu'on est à l'origine d'un des cauchemars de l'environnement qui est le plastique. C'est un matériau génial, hein. C'est léger, c'est pratique, c'est pas cher, c'est hygiénique, c'est le matériau le plus parfait pour notre application qui est de conditionner des e-liquides et de les proposer aux fumeurs. Et l'impact écologique du verre n'est pas non plus insignifiant puisque c'est beaucoup plus lourd, donc l'empreinte carbone quand on le transporte elle n'est pas terrible. Donc comment faire? Moi, en tant que fabricant d'e-liquide, je vivrais extrêmement mal le fait de tomber sur un de mes emballages dans la nature à l'occasion d'une balade en forêt par exemple. Je le vivrais de façon vraiment très négative et je ne veux pas que ça arrive. Malheureusement, c'est difficile de savoir comment un tout petit produit va finir sa vie. Pour ce faire, Grégory a parlé tout à l'heure de la possibilité de recycler les bouchons. Et ça, en tant que filière avec la FIVAP, on est en train de signer une convention de partenariat avec une filiale de Veolia pour pouvoir récolter les bouchons. Parce qu'on considère que les bouchons, c'est un matériau qui est qualifié, c'est du PEHD généralement. Il est propre, donc il n'est pas souillé par un produit avec une tête de mort. Et donc ça, on imaginerait que les boutiques spécialisées puissent devenir également point de collecte. Et après, il y a des associations comme les Bouchons du Cœur ou les Bouchons d'Amour qui en plus ont une action auprès des personnes handicapées notamment. Donc là, on est en train d'essayer de mettre ça en place pour 2019. Donc toutes les boutiques également sont appelées à nous contacter, qu'elles soient adhérentes FIVAP ou pas, pour obtenir ces boîtes de collecte. Et voilà, on s'est engagé à mettre ça en place en 2019. Du coup, Maxime et Rémi, vous êtes distributeurs, vous êtes en contact avec
plein de clients boutiques. Comment vous intégrez cette dimension-là dans votre développement? Est-ce que, un peu comme le fait la FIVAP, est-ce que vous produisez avec le livrable de vos produits, est-ce que vous produisez de l'information, tout simplement, pour vos clients, en leur disant attention à ceci, attention à cela? Alors, il y a vraiment deux sujets, et on les évoque bien depuis tout à l'heure, et c'est le thème de la conférence. Il y a le recyclage et l'éco-responsabilité. J'ai à ma droite des fabricants, j'en ai un à ma gauche aussi, qui produisent la matière première qui nous pose problème derrière. Enfin, pas la matière première, mais en tout cas qui produisent et qui nous livrent le produit. Nous, ensuite, on est en charge de le retransmettre et de le redistribuer à des responsables de boutiques qui, eux, sont très frustrés par moment d'avoir ces notions de suremballage aussi. Mais il y a tous les aspects marketing que tu as évoqués, Grégory. On sensibilise chacun sur son rôle dans le cycle et dans tout ce qui est en train de se passer sur l'éco-responsabilité dont tout le monde ici commence à prendre vraiment conscience. Mais au-delà d'en prendre conscience, si on décide que c'est un sujet, et c'est le point, moi, pour le coup, j'aimerais vraiment soulever, parce que trop souvent, on parle d'écologie pour se donner bonne conscience. Voilà, dans la VAP, pour l'écologie, on l'entend honnêtement, ça fait 5-6 ans, oui, c'est important, les bouchons, les piles, les accus, très bien. Si on veut penser écologie, on doit déjà prendre un petit peu de hauteur et identifier la totalité des déchets que génère notre industrie. Je parlais tout à l'heure de suremballage, Maxime me rejoindra, parce que dans notre rôle à nous, moi, le déchet que je génère le plus, c'est du carton. Les cartons, chez moi, c'est une catastrophe, on pourrait en faire des montagnes, on peut faire ce qu'on veut avec. Ça a été notre première priorité interne, c'était le retraitement des cartons. Tu citais Veolia tout à l'heure. Veolia a énormément de solutions pour du recyclage divers et variés. Sur le carton, c'est fantastique. À notre échelle, on a de la place, on a mis en place une benne, ils viennent collecter du carton à la tonne, il est recyclé derrière, il est valorisé au passage, tant mieux, c'est vertueux, tout le monde est content. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'il y a effectivement il y a les bouchons, donc on travaille aussi avec cette association. De notre côté, on fait des choses et on donne l'information plus ou moins lisible, et il faut qu'on progresse nous aussi là-dessus aux shops avec lesquels on travaille, avec les responsables de boutique, de tout ce qu'il est possible de faire. Parce que tu disais tout à l'heure quelque chose, Jean, il y a 2 minutes de ça, et beaucoup ne sont pas au courant aujourd'hui sur les recyclages de batteries, de ces possibilités. Beaucoup pensent que c'est complexe à mettre en place, que ça coûte de l'argent, que ça va leur demander du temps, etc. Alors qu'il n'en est rien. C'est uniquement un service mis à disposition d'un consommateur qui a envie d'aller dans le bon sens. Donc on a tous cette volonté, mais il est peut-être temps, et peut-être que cette conférence sera aussi le début d'un nouveau cycle là-dessus, de dire on prend vraiment de la hauteur, on analyse tout et on y va vraiment. On y va vraiment tous ensemble. Alors il y a les problématiques marketing qui resteront toujours, parce que ça derrière c'est une perception sociétale, hein, parce que là ça ne concerne pas que nous. Lorsqu'on va au supermarché, des dizaines de typologies de produits, on voit des emballages sur emballages qui n'ont pas lieu d'être, mais il y a des fabricants chinois avec qui nous on essaye de discuter. Je ne sais pas si nos amis d'ADNS font la même chose, mais il y a une marque chinoise qui livre des boîtes de résistance dans des grosses boîtes noires. Donc suivez mon regard, mais je ne les citerai pas. Cette grosse boîte noire, elle est elle-même emballée dans un film plastique. L'intérêt du plastique, il n'est pas proche du néant, il est néant, c'est nul, c'est uniquement du déchet supplémentaire. Et donc cette responsabilité, elle doit être partagée, et il faut que tous, on arrive à identifier quel est notre rôle, quel est à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire, et partager au mieux l'information sur tous ces sujets-là. Du coup, Maxime, là-dessus, le référencement des produits que vous distribuez, il y a plein de critères pour référencer des produits, le coût d'achat, la demande du marché, etc. Est-ce que ce critère-là, ce que vient d'expliquer Rémi, ou pour d'autres raisons, est-ce que ça rentre en jeu, ou est-ce que ça va un jour rentrer en jeu? Comme ça se passe dans la grande distribution, où à un moment donné, il y a des niveaux de responsabilité qui disent ce produit-là, on ne va plus le distribuer uniquement parce que franchement... Je me permets juste d'intervenir, je rêve de faire ça. Hein. Je n'ai pas encore aujourd'hui la force ni le poids pour dire à un fournisseur, peut-être que Maxime le fait, il va nous le dire. Peut-être qu'il l'a, et s'il l'a, je rêve d'arriver à leur niveau le plus vite possible. Mais oui, pas tout de suite. En fait, il faut savoir que ADNS est un grossiste français. On envoie des produits aussi à l'étranger, donc différentes contraintes d'étiquetage, de packaging. Donc, il faut savoir que les produits doivent être scellés. Donc, comme ils peuvent être scellés facilement dans des pelliplaquages plastiques. Donc, pareil, ça c'est pas recyclable, ça va directement à la poubelle. C'est très dommage. Donc, il y a des contraintes législatives déjà sur les emballages. Ensuite, nous aussi, le carton, on le compacte, on fait des balles, on les ramène au syndicat de collecte qui est dans la région de notre entrepôt. C'est une des premières choses qui a été mise en place. Pareil, on est quand même assez sensibilisé là-dessus. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est toujours, les batteries, c'est plus un problème. Nous aussi, on les recycle. On a des accords pour que ce soit pile, batterie intégrée ou quoi que ce soit. Ce qui est quand même dérangeant sur les bouteilles, les flaconnages plastiques,
c'est qu'il y a certains produits ménagers qui sont, eux, recyclables, qui contiennent des matières dites nocives. Je pense tout simplement à votre bidon de liquide vaisselle ou autre chose. Ça, c'est parfaitement recyclable. La vape, non. Pourquoi? La nicotine. Donc, selon le dosage, on passe les classifications CLP. Bon, on ne va pas parler de la tête de mort, c'est un cas un peu à part. Mais théoriquement, les organismes de recyclage actuels seraient en mesure de recycler ces flaconnages sans même que ça passe par notre bonne volonté ou pas, tout simplement dans les packs de tri sélectifs. Sauf que la plupart n'ont pas l'envie ou le process encore pour valoriser cette matière plastique-là. Donc c'est quand même un peu dramatique sur ce point-là. Moi je pense que c'est très bien qu'on soit là pour parler. Il faut qu'on puisse se lier, parce que c'est très important là-dessus, pour faire changer les choses, parce que c'est un peu injuste sur ces flaconnages plastiques. Ensuite, pour les fabricants, alors il est très difficile de faire changer les habitudes d'un fabricant qui est localisé à plusieurs milliers de kilomètres. Eux sont très peu sensibilisés par le recyclage, puisqu'ils font une action de vente et puis après ça se termine pour eux. Donc tout ce qui est service après-vente, bah, c'est pour nous. Donc ça c'est pareil, c'est recyclé. Mais on a aussi un effet de quand les fabricants, admettons des grandes marques ici présentes, design un packaging, eux veulent que ça soit pour le monde entier. Donc forcément ils vont aux solutions les plus efficaces et simples pour eux. Donc on aimerait aussi pouvoir peser dans la balance, mais on n'est que marché français, donc c'est pas le plus grand du monde. Et quand un petit distributeur, un distributeur dans un pays souhaite quelque chose, on lui dit oui c'est sympa, mais bon, qu'est-ce que ça nous rapporte à nous? C'est souvent ce qu'on a comme problème. C'est bien l'idée, je vais rester encore avec toi une petite seconde, c'est bien l'idée que tu dis, c'est bien de se lier pour parler tous ensemble de tout ça. Et ADNS, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais c'est une boîte qui existe depuis un bon moment déjà, donc j'imagine que tu as une bonne connaissance du marché. Est-ce que comme ça, même au doigt mouillé, tu pourrais estimer le nombre de flacons qui sont consommés par an, de ces fameux flacons à usage unique? On parle de quoi vraiment en fait? Alors chez nous, on est à peu près sur la matière plastique, on est environ à quelques tonnes mensuelles. Donc c'est déjà énorme, mais c'est très peu dans le marché mondial. Hein. Donc ça, on peut le répliquer sur d'autres distributeurs, plus les boutiques. Après, ce qui est un peu vicieux, c'est que nous, on distribue, donc les fioles font que passer chez nous. On les reçoit, elles passent. Donc c'est quand même assez compliqué de venir récupérer toute cette marchandise-là. C'est pas la question de vous le faire récupérer, mais c'est juste à un moment donné d'évaluer, enfin Jean, je me tourne vers toi, peut-être au niveau de la FIVAP, des organisations professionnelles, si on veut aller voir les pouvoirs publics à un moment donné et leur dire, bon bah voilà, au moins déjà une bonne raison de reparler de cette histoire des 10 millilitres, juste déjà pour ça, on va vous dire, ok, on parle de quoi ? On parle de combien de fioles, de combien de tonnes de plastique, quel est le problème, quels sont les contours du problème? C'est une honte, mais j'ai pas le chiffre en tête, mais on l'a. Je m'en excuse, beaucoup, surtout des emballages uniques un peu difficiles avec une certaine granularité, donc des étiquettes autour, difficiles à prendre en charge quand même. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la tête de mort nous pose des problèmes. Déjà d'un point de vue visuel, rapport à nos clients qui ne s'expliquent pas pourquoi il y a une tête de mort sur un produit qui peut leur sauver la vie. Mais au-delà de ça, c'est un frein à la prise en charge de ces déchets plastiques par les organismes de recyclage. Et là-dessus, on est en train de faire évoluer les choses quand même. Et puis c'est un business le recyclage. Donc le fait d'avoir des professionnels motivés et conscients, prêts à collecter toute cette matière pour la mettre dans des usines de recyclage, c'est un business. Ils ont un intérêt économique à avancer avec nous. Donc là, on a multiplié les prises de contact et ça commence à se passer de mieux en mieux. Donc je suis assez confiant vu la jeunesse de la filière et son dynamisme, je suis persuadé qu'on va arriver sur un équilibre au mieux de ce qu'on peut faire. Alors après, il y a des questions comme cette limite à 10 millilitres qui est complètement ridicule, donc ça reste un combat de fond, et si on arrive à revenir dessus, eh ben, on aura moins de plastique pour
plus de liquide, ce qui est beaucoup plus logique, peut-être 3 fois moins de bouteilles. Et Génial. moins de suremballage. Moins de suremballage. Alors après, sur ce point-là, c'est intéressant, mais je pense que ce qui peut être intéressant d'aborder, c'est l'éco-conception des packaging, parce qu'on critique les suremballages, mais il est possible de ne pas en mettre, parce que toi, ton tube en carton avec l'opercule en plastique et la notice pliée peut être quand même remplacé, tout en respectant la conformité réglementaire, par une étiquette enroulante. Et nous, on s'est impliqué à la FIVAP dès le début, avant la TPD, 2 ans avant la TPD, pour, entre guillemets, vendre au pouvoir public cette idée d'étiquette enroulante. Moi, c'était mon premier job à la FIVAP, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la porte, mais c'était d'imaginer ce concept. Donc on a développé ça avec des imprimeurs, et personne n'en avait jamais entendu parler avant. Tout ça pourquoi? Pour éviter d'avoir à mettre obligatoirement des boîtes en carton. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est dans toute l'Europe, qui a fait son chemin, et je pense que la filière française en est à l'origine. En même temps, oui, je sais que la filière française en est à l'origine. Donc ça, c'est un succès. Il est dissimulé, il est invisible, mais c'est un succès indéniable. Un point que je voulais aborder aussi, je pense que en tant que fédération, on peut avoir une influence positive sur les entreprises de notre secteur, mais que les entreprises doivent aussi se positionner. Elles doivent parler de ça. À partir du moment où on prend des engagements environnementaux, comme Rémi par exemple, eh ben, on s'impose un cahier des charges et on mène une réflexion sur le sujet. Donc j'aimerais bien voir dans le futur un point sur les engagements environnementaux des entreprises du secteur sur chaque site internet. Voilà ce qu'on fait à notre échelle. On a un fournisseur d'énergie renouvelable 100% garanti. Pour les cartons, moi je les réduis en lambeaux, enfin je les shred et on fait le calage de nos produits avec. Donc on a un système assez cyclique et finalement on met très peu de cartons en déchets avec ce système et on n'achète pas du calage à côté. Donc toutes ces petites astuces, le fait de les afficher, déjà ça ancre une posture écologique, ça donne des idées aux autres et pour le coup là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de secret, il faut que ça circule, il faut qu'on s'inspire des meilleures pratiques et voilà, je trouve que c'est un point important. La bonne pratique, c'est vraiment un sujet dans la vape. On parle toujours de bonne pratique pour vaper et là-dessus aussi. Toi, Florent, qui connais bien du coup l'Allemagne, on a toujours le regard qui se tourne vers l'Allemagne quand on parle de ça, de l'éco-responsabilité, Souvent, ouais. l'écologie, etc. Est-ce que tu as connaissance de pratiques différentes justement en Allemagne? Est-ce que les choses avancent peut-être plus vite que chez nous? Alors, la problématique est réelle depuis que j'ai commencé en 2012. C'était une des problématiques principales de Pipeline Allemagne, quand on a décidé de lancer en France, de dire qu'est-ce que tu fais côté recyclage. Moi, j'ai tout découvert. Je me suis évidemment inspiré j'ai échangé avec des gens de la filière. Pour être très honnête, et je lance pas la pierre, c'est ce que tu disais en introduction, c'était pas dans les problématiques des gens au démarrage. On avait une explosion de marché, il y avait trop de clients devant les boutiques, on n'avait pas de liquide à vendre. Il y avait beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui découvraient TVA, et moi j'en fais partie, découvrir qu'au bout de 3 ans, tu payes ta TVA mensuellement, etc. Donc tu as des gestions de trésorerie à faire et les gens, c'était pas au centre de la problématique. L'Allemagne, je te dis, c'était inconcevable de ne pas adhérer tout de suite aux 3 éco-organismes, parce que je voulais revenir là-dessus. On parle depuis tout à l'heure de ce qu'on fait dans nos entreprises avec les cartons des fournisseurs, etc. Mais il y a vraiment 2 sujets. Il y a ce qu'on fait dans nos entreprises et on peut communiquer dessus sur nos sites, etc. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu à la discrétion de chacun, la volonté d'exposer cette éco-responsabilité. Mais il y a 3 sujets réels qui sont réels depuis qu'on a commencé. Et j'ai souvent entendu, oui, mais bon, on viendra nous chercher pour ça. On nous dira un jour les lois de la cigarette électronique. Il n'y a pas de loi de la cigarette électronique sur le recyclage de plastique. Donc c'est éco-emballage. Sur le traitement des D3E, les déchets de l'électronique et de l'électroménager, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont au final tout ce qu'on trouve dans un packaging de e-cigarettes hors carton, exclusion faite des batteries non intégrées, qui sont à traiter par un 3e éco-organisme qui recycle que les accus. Et ça, c'est un engagement sans même mettre en place quoi que ce soit dans les boutiques qu'on doit prendre à partir du moment où on a une entreprise qui met sur le marché des produits. Et ce, depuis toujours, depuis 1985, je ne sais pas, ou 90. Il n'y avait pas de vape, mais les entreprises qui font l'électroménager, etc., traitent leurs déchets. Pourquoi pas la vape? Donc finalement, c'est une problématique aujourd'hui. Je suis ravi que ça arrive. Les Allemands sont là-dedans depuis le début. Et les lois sont bien plus dures aussi. C'est-à-dire que c'est la loi qui drive les commerçants en Allemagne. Ils ont cette responsabilité parce que le gouvernement a décidé, quand on va dans un supermarché allemand, on peut ramener ces bouteilles en verre dans une machine qui scanne le code barre et qui vous donne un crédit. Donc tout est fait pour que l'utilisateur soit aussi sensibilisé à ce recyclage.
pour anecdote, je vais régulièrement en Allemagne avec mes enfants. Mes enfants adorent collecter les bouteilles en plastique dans un sac poubelle pendant quelques jours en Allemagne. Et à la fin, et vert, et on va au supermarché, on met les bouteilles, ils sortent avec un bon d'achat. C'est bête, mais ça les responsabilise. En France, on n'a rien de tout ça. Et donc, on rentre en France avec les enfants, ils ne collectent plus les bouteilles. C'est terrible. Donc, nous, on essaye de leur expliquer que c'est bien de le faire pour la planète, mais il n'y a pas d'incentive. Et je pense que malheureusement, c'est un petit peu ce qu'il faudrait mettre en place pour incentiver les consommateurs. Je sais que certaines boutiques le font, et je trouve ça bien. Même sans savoir derrière comment est traité un flacon, ils remisent 50 centimes. Enfin, ils le faisaient avant la TPD, je ne sais pas s'ils le font encore, puisque c'est peut-être discutable également. Mais on peut trouver peut-être des effets effectivement de motivation des clients à ramener. Ça viendrait des professionnels, encore une fois, ça c'est des bonnes actions à mener, mais il y a des choses légales. Et ça, moi j'invite tous les gens de la filière en 2019 à y adhérer. Des 3E, il y a plusieurs éco-organismes à chaque fois sur chaque sujet. On n'est pas contraint d'aller chez un, on peut choisir, il y en a 2 ou 3 selon les sujets. Mais donc, bien sûr, étant marque allemande, ce pays est très éco-responsable. C'est le modèle pour l'Europe, je pense. Et encore une fois, j'insiste lourdement, en début d'année 2019, la loi sur le traitement du plastique en Allemagne, c'est x5 ou x6 en coût pour les commerçants. Donc là, ils sont invités, parce que ça touche vraiment leur marge historique, à réfléchir très sérieusement, à trouver des solutions. C'est quoi exactement? C'est une taxe? C'est une obligation? La taxe en fait plastique européenne taxe plastique. Est mise en place, en fait un peu comme la TPD, il y a une loi globale européenne. Les Allemands l'ont mis en place début 2019 au niveau national et ils doivent s'y contraindre. Et ça marche comment? Ça marche au poids? Ça marche au produit? Ça marche un peu comme en France, nombre d'unités, nombre d'éléments de la bouteille. C'est-à-dire que tu as le bouchon, la pipette plastique, le cerclage, la bouteille. Et donc tu comptes le nombre d'unités et le nombre d'éléments. En France, c'est comme ça que ça se passe, en Allemagne aussi. Peut-être au poids, je ne suis pas dans le détail de ce qu'on déclare en Allemagne. Parce que du coup, une question à toi, à Jean, peut-être aussi à toi, Grégory. Dans une bouteille de e-liquide, qu'elle fasse 10 millilitres ou qu'elle fasse 30 millilitres. Alors il y a le produit à l'intérieur, on conçoit tout à fait que ce ne soit pas le même prix, hein, on a de la quantité de produit, et c'est votre valeur ajoutée, le produit, ce qu'il y a dedans. Après, l'emballage, en termes de coût industriel, c'est-à-dire la matière première, les coûts d'embouteillage, quelle est la différence entre 10 millilitres et, disons, 50 millilitres? Ça coûte bien moins cher de fabriquer des 50 millilitres que des 10 millilitres, si c'est la question. Au ratio, au millilitre, bien évidemment, c'est une économie pour le fabricant, ouais. C'est une volonté pour le client. Voilà, l'embouteillage coûte sensiblement le même prix, puisqu'il y a beaucoup de travail qui est compté dans une bouteille de e-liquide. C'est plus intéressant de fabriquer des grosses bouteilles. C'est plus intéressant dans l'absolu, puisque c'est plus utile et c'est plus rationnel. Multiplier des unités de conditionnement, donc du poids, donc des actions de travail et des étiquettes, c'est irrationnel par essence. Parce qu'il y a des fantasmes qui traînent, on voit bien dans les réseaux sociaux, comme quoi les fabricants ont intérêt à vendre du 10 millilitres, ils font plus de marge sur du 10 millilitres que sur des plus grosses bouteilles, etc. Franchement, d'un point de vue économique, le meilleur produit qu'on ait vendu en tant que fabricant, et je crois qu'on sera d'accord là-dessus, c'était le 30 millilitres. 14,90 €. Ça, c'est un produit avec une marge très intéressante pour le fabricant, qui est économique pour le client, qui est pratique, facile à transporter, qui permet d'avoir une indépendance sur le remplissage de son réservoir pendant bien longtemps. Ça, c'était un super produit, le 30 ml. C'est vraiment celui qu'on a regretté, parce qu'il était adapté aux usages, à l'industrie, à l'économie, c'était nickel. Et là, le 10 ml, c'est 3 fois plus de travail pour la même chose. Et malheureusement, les prix vont vers le bas, donc les marges se restreignent. Avec le marché des boosters notamment, on arrive vraiment à des prix qui sont planchers, qui sont proches du coût de fabrication. Et un autre effet, excuse-moi, je me permets, au niveau clientèle, quand on vendait 30 millilitres et qu'on faisait, bon, il y a le geste en boutique, on peut parler de commerce, les commerçants préféraient faire le geste une fois pour 30 ml, et les clients, moi j'en ai vu pas mal, achetaient moins. Parce qu'on leur a dit, bah, tu prends 3 10 ml, on a fait un effort sur le prix, on retombe au même prix qu'avant, tout va bien. Ils disent non, donne-moi 2. Avant, on vendait 30 millilitres. C'est la question que j'allais te poser, Grégory. Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement des clients, justement en boutique, avec cette arrivée du 10 millilitres obligatoire? Ils ont continué à acheter le même nombre de flacons.
Non, mais quand ils Moi, j'ai prenaient. pas cette expérience avant l'arrivée du 50 ml. Ce que je veux dire, Et c'est là, que oui. quand ils prenaient 2 flacons de 30, bien souvent, ils ont pris 2 flacons de 10. C'est assez. Voilà. Voilà, c'est ça On le est problème. d'accord. Et ils n'ont pas tout à fait compris au départ qu'on ne pouvait plus leur fournir de flacons de grande contenance. Et ils n'ont encore rien compris quand on a dû leur remettre des flacons, il fallait mettre des boosters dedans et tout le reste. Bon, maintenant c'est un peu rentré dans les mœurs, mais on croyait qu'on ne pouvait plus les acheter, ceux-là, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Frédéric, au niveau de l'EDUS, il y a des positions qui sont là-dessus, c'est-à-dire cette question du DML, est-ce qu'il y a des revendications ou des demandes, des actions par rapport à ça pour justement soutenir le fait que c'est peut-être pas une bonne solution à plus d'un titre? L'action, en fait, elle a été faite au moment de la discussion de la première TDP en 2012, où on avait bien effectivement soulevé la stupidité des DML et des 20 mg, ce sera encore autre chose. Mais cette stupidité-là, elle a été actée malheureusement. On verra la prochaine discussion sur la prochaine TPD qui aura lieu, on ne sait pas trop quand, mais incessamment, tôt ou tard. Tôt ou tard, ça se reposera, la question se reposera. Pour l'instant, on n'a aucun levier en France, évidemment pas, vu que de toute façon, on est assujetti à cette loi européenne, à cette directive. Il faut attendre maintenant la redéfinition de cette directive au niveau européen, quoi. Alors, je m'adresse de nouveau aux distributeurs, à Rémi et Maxime. Là, on parle des flacons de 10 millilitres, et puis ils sont arrivés sur le marché dernièrement, là, les pods. Il y a des pods rechargeables, et puis il y a des pods scellés. Donc peut-être nous donner une estimation un petit peu de ce marché, et ce qu'il en est, votre point de vue là-dessus, parce qu'un pod scellé, c'est du plastique, c'est de la céramique ou du coton, c'est du fil de fer, enfin du Cantal ou je ne sais quoi, ou de l'inox. C'est ce qu'on appelle typiquement un composite. Ça fait 2 millilitres, donc 1 par jour, 2 par jour, ou plus. Alors, à définir, effectivement, il faudrait mesurer. Donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette volonté de prise de hauteur sur tous les sujets, de bien garder en tête qu'on est aux prémices de ce qu'on a déjà fait beaucoup de choses, comme l'a dit Jean, et c'est vrai, il ne faut pas avoir peur de se regarder dans la glace et regarder derrière nous. Mais je reviens juste, avant de répondre à cette question, tu parlais du booster, et on n'a pas trop insisté dessus, mais le booster est une aberration écologique, parce qu'on parle de l'aspect économique, on a parlé des fioles, mais aujourd'hui, quand tu vends un 50 ml, tu peux partir d'un principe immédiat que tu vends 2 flacons. C'est un produit qui est en arôme boosté, qui est conçu initialement par nos amis fabricants pour être dilué avec justement un booster nicotinique, donc tu génères d'ores et déjà un flacon de plus. Et tu voulais des chiffres tout à l'heure, là je peux t'en donner. À notre échelle, on est déjà sur des dizaines de milliers de boosters mensuels. Tu peux très facilement faire un calcul, comme l'évoquait Maxime tout à l'heure, tu cumules des volumes à droite et à gauche, tu es sur plusieurs millions de boosters mensuels à l'échelle nationale. Donc là, l'impact direct de la TPD et la solution maligne qu'ont trouvé nos amis fabricants pour ces solutions de bouteilles short fill, donc remplies 50 ml dans du 60, que tu, quelles que soient les proportions, et tu rajoutes ton booster à côté, tu génères déjà 2 déchets. Parce qu'on n'est pas 1 pour 1. Donc l'avantage des grands formats de l'époque, avant cette fameuse TPD, c'est que le 30 ml, il était nicotiné. Tu vendais du 30 ml en 3 mg, en 6 mg, en 12 mg. Aujourd'hui, tu vends 50 ml en 0, plus ton booster. Et donc là, en termes de volume, et puisqu'on quantifie, on essaye de quantifier les bouteilles, le booster en soi représente un niveau de déchets qui est monstrueux, et je pense que les fabricants, distributeurs, on est tous d'accord là-dessus, c'est le nombre de bouteilles qu'on voit le plus passer. Moi j'ai un stand à côté, on a boosté des liquides pour les faire tester, on a 70 liquides à faire tester, j'ai eu 70 petites fioles. Alors j'en ai parlé avec Patrick, j'ai dit Patrick, bordel, pourquoi est-ce que j'ai pas de tri sélectif sur mon stand? Il m'a dit on va y travailler pour les prochains salons. Mais là pour le coup, voilà, immédiatement on a eu, à cause de ce booster là, on a eu des éléments de cette façon-là. Après sur les pods, je laisserai Maxime finir sur le sujet, mais il n'y a peut-être pas assez de recul et les volumes n'ont absolument rien à voir. Donc comparer le pod avec le booster ou les bouteilles, c'est absolument rien à voir. Maintenant oui, c'est du déchet, mais dans quelle mesure? Je vais laisser Maxime le plaisir de répondre à cette question qui m'embête un peu plus que la première. Alors pour revenir au pod, il faut voir dans le pod une nouvelle méthode de vapotage. C'est une autre consommation, parce qu'on utilise généralement des sels de nicotine dedans. C'est pour moi un produit qui a trop été calqué sur l'engouement américain.
Donc pour nous, tout ce qui est jetable, il n'y a pas que les pods, aussi il existe des atomisateurs jetables. Ça c'est clairement non, non, c'est pas possible, c'est complètement stupide. Quand tu dis non, ça veut dire que vous les distribuez Nous, pas on a eu des sollicitations pour les atomisateurs jetables, tout ça, on n'en a pas, j'en veux pas, parce que c'est des contraintes de plus et c'est une totale hérésie. Après, on est sur toujours le même problème. Un client qui casse son atomisateur traditionnel, c'est une matière qui est quand même compliquée à recycler. Il y a du métal, il y a des pièces traitées, tout ça. Ça, c'est vraiment la partie qu'on sait le moins bien recycler pour l'instant. Donc souvent, ça va à la destruction. C'est pareil, c'est des choses que j'aime pas trop. L'incinération de matière, c'est de la perte, en fait. Donc le pod est un marché naissant. Donc il y a deux systèmes, des ouverts, donc là c'est comme les atomiseurs jetables, excusez-moi, les atomisateurs traditionnels. Voilà, donc il y a du plastique, un coil dedans, donc c'est pareil, ça c'est malheureusement détruit, on ne peut pas faire autrement. Bon après, c'est quelque chose qui reste marginal aujourd'hui le pod, c'est un marché qui grossit un peu, mais c'est pas le gros du marché, clairement pas. Merci Maxime d'avoir traité la partie chiante de la question. Et du coup, il y a aussi et surtout dans cette logique-là, en contrepartie des pods, les résistances finalement en soi, les résistances des clyromiseurs traditionnels comme tu l'évoquais, des marques très connues et fortement utilisées et même conseillées par des spécialistes aux gens qui débutent. C'est vrai que voilà, c'est les emballages et les suremballages de ces résistances-là, après le retraitement potentiel de ces résistances derrière, c'est peut-être un sujet qui est plus important que le pod qui représente en termes de part dans nos chiffres d'affaires et nos ventes respectives finalement très peu. Tu voulais dire quelque chose, Grégory? Non, je voulais revenir rapidement sur les pods. J'en ai vu un la semaine dernière qu'on m'a présenté comme étant la révolution. Il était 100% jetable, non remplissable. J'ai trouvé ça complètement idiot. En 20 mg de sel de nicotine, en plus c'est pas suffisant, ce serait mieux du 50, hein, Jacques. Mais voilà, j'ai trouvé ça mais totalement idiot. Et aussi on m'a proposé des cliros pour faire des testeurs jetables. Donc c'est des cliros qu'on remplit et une fois qu'ils sont morts, paf, on jette. Donc là, sur la question des pods scellés pré-remplis, je suis partagé moi, parce que d'un côté je me dis que si ça permet à certaines personnes d'arrêter de fumer, je pense que l'objectif de santé publique, il va au-delà de l'empreinte environnementale. Et je me sens plutôt bien dans cette position-là. Maintenant, je pense que les systèmes ouverts sont de toute façon plus écologiques que les systèmes fermés, que la vape repose sur un écosystème de produits ouverts et que cet écosystème fonctionne bien avec un conseil spécialisé en boutique. Et donc ça, c'est la filière indépendante de la vape, spécialement en France. Et donc je pense qu'il faut se battre pour les systèmes ouverts dans tous les cas. Donc je préférerais toujours un pod remplissable qui pourra être rempli 5, 6 ou 7 fois avant d'être mis en déchet qu'un pod scellé qui va servir une journée, même si un pod scellé pourra être très pratique pour quelqu'un qui n'a pas envie de remplir plusieurs fois son réservoir. Donc voilà, cette idée d'avoir quand même une défense des systèmes ouverts sur lesquels repose notre économie et qui finalement n'est plutôt éco-responsable, notamment le fait de changer une petite résistance, ben finalement c'est cool. Le consommable, on s'en détache, on le remplace par un nouveau. Par contre, éco-concevoir le blister des résistances, ouais, ça va dans le bon sens. Bon, je vous remercie tous pour vos interventions. Finalement, on n'a pas ouvert le sujet. On se rend compte dans tous vos discours que c'est quelque chose qui vous tient à cœur déjà et sur lesquels vous travaillez finalement depuis un moment, même si c'est dans l'air du temps d'en parler un petit peu plus maintenant. Donc bravo à vous tous, parce qu'on voit que vraiment chacun à votre niveau, vous en occupez. Et puis à nouveau, merci pour cette petite conférence ensemble. Voilà. Restez là quand même, il y a peut-être des questions dans le public, hein. On va prendre des questions. J'ai une question, une remarque peut-être. Tu parles de bonnes pratiques, je crois que c'était une idée lancée par Rémi. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à faire signer une charte aux différents distributeurs, magasins? Je pense que toutes les cartes sont sur la table et qu'effectivement on peut avoir une action fédératrice et donner des idées aux entreprises, mais que la responsabilité elle est avant tout entrepreneuriale et que de toute façon en 2019 avoir une entreprise qui n'a pas un positionnement écologique et des engagements environnementaux clairs, c'est vraiment naze, ça ressemble à rien, il faut le faire.
C'est comme, je sais pas moi, se faire signer un contrat de travail à ses employés ou bien les payer à temps. Enfin, c'est pareil, il faut le faire. Donc oui, on peut donner des idées, mais j'aime pas forcément l'idée de contrainte autour d'un corpus de règles qu'on devrait imposer à certains qui ne seraient pas forcément d'accord. Il faut aussi être créatif, ça dépend de la situation locale, de comment on veut travailler, de comment on veut faire. Donc j'aime bien l'idée qu'on en parle aujourd'hui, qu'on puisse faire émerger des bonnes pratiques et éventuellement donner un influx. Mais après, pour l'avoir vécu et avoir essayé de le faire, se mettre d'accord sur des règles et essayer de mettre des gens autour de la table pour les faire appliquer, les entrepreneurs, ils sont libres aussi de faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'aime bien l'idée qu'ils puissent faire très bien tout seuls. Voilà. Je rebondis juste dessus pour dire que je ne suis absolument pas d'accord avec mon camarade et que je pense que si on ne s'impose pas des choses concrètes, on n'avancera pas. Et c'est toujours pareil dans tous les secteurs, si on ne se bouge pas et qu'on ne se dit pas si celui qui déconne, on lui tape dessus, il a une sanction, il y aura toujours des bons, des moins bons élèves, il y a des gens qui prennent les devants, il y a des premiers de cordée comme diraient certains, mais si on ne s'impose rien, on n'avancera pas et pour preuve, on peut en parler chaque année et on évolue chacun de notre côté, mais pas de façon coordonnée et finalement pas suffisamment. Oui, je voulais revenir rapidement sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire donner de l'argent en contrepartie de ramener des produits. J'ai connu une enseigne qui me disait qu'il faisait ça, donc il faisait une remise à ses clients pour retour des flacons. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais des flacons? Bah, je les jette à la poubelle. Et pourquoi tu fais ça en fait? Bah, ils viennent chez moi puis ils dépensent l'argent chez moi. Donc c'était totalement inutile en fait, c'était de la fausse écologie. Et c'est là où il faut faire attention, je pense qu'en Allemagne, dans les supermarchés, ils font un peu pareil. Parce que le bon d'achat, tu vas aller aussi le dépenser dans le supermarché. Et eux, en termes d'écologie, c'est pas non plus les meilleurs élèves. L'énergie est très carbonée là-bas. C'est des centrales à charbon. Ce qui collecte, c'est recyclable. Oui. Tu vois, ce qui collecte, c'est recyclable. Donc tout ce qui rentre dans le process de collecte, c'est étiqueté avec un code barre qui est lu. Si ta bouteille n'est pas recyclable, elle te revient. J'entends, mais il y a un aspect business aussi derrière, parce que même les centrales à charbon, ils n'ont pas assez d'électricité, ils nous achètent de l'énergie nucléaire. Donc je ne dis pas qu'ils ne sont pas, pas bons, mais ce n'est pas encore la meilleure solution. Oui, et j'avais une petite question. Dans le cadre de la Vape du Cœur, on est souvent amené à du recyclage de DLC. Donc l'emballage, ok, on a déjà un problème, mais le liquide lui-même, où est-ce qu'on peut le recycler et comment? Manifestement, les déchetteries n'en veulent pas, ou ils ne savent pas comment faire. Ah, le e-liquide, ouais. Ah bah il y a des organismes collecteurs comme Interchimie par exemple. Ouais. Les fabricants, ils ont des contrats avec les organismes collecteurs et ils font une mise en déchets type produits chimiques. Donc c'est mis dans des décharges K1 ou c'est neutralisé dans des règles spécifiques avec les déchets industriels habituels. Et ça c'est aussi une responsabilité légale. Ouais, moi je fais pas d'appel à la réglementation. À l'échelle de, vous le renvoyez à un fabricant. D'accord. Ah oui, oui, oui. En général, on a des tonnes de liquides différents, donc. On fait l'effort de sortir le liquide des bouteilles, une par une, et on met ça dans des bidons de 5 litres. Non, il faut renvoyer les bouteilles. Il faut renvoyer les bouteilles, ou le fabricant les fait emporter. Moi, je récupère les fioles, quelle que soit la marque. D'accord. On a des collectes, c'est organisé, tout ça. Et je pense que c'est un exercice solidaire. Hein. On va tout envoyer. Faut tout envoyer à Jean. En fait. C'est ce que je vais faire. Ouais. Non, mais Jean a parfaitement raison. Avec mes clients, j'en parle à mes clients. C'est un service qu'on va payer nous. Des boutiques spécialisées. Ouais. Donc on peut aussi utiliser ce service-là. Mais il faut lui renvoyer à lui. Hein. Ouais, ça marche. Je peux te les renvoyer les miennes? Alors, non, mais t'es fabricant aussi, Greg. C'est pas franchement une question, c'est plutôt deux petites remarques. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est-à-dire que dans le système de recyclage, on est capable de recycler des bidons d'huile, des bidons de lessive, des bidons de machin, et pas de fioles de nicotine. Je veux dire, les fioles en plastique de nicotine pourraient très bien être refondues et sans pour autant poser de problème écologique. Et ma deuxième remarque, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Jean, sur l'histoire des pods. Donc effectivement, ça représente une petite proportion, c'est une aberration écologique, mais en même temps, il faut penser à l'utilisateur. Il y a des gens, prenez quelqu'un qui est malvoyant, prenez quelqu'un qui a des problèmes pour ouvrir une fiole de liquide, etc. C'est des gens qui, eux, sur le pod, du coup, vont bénéficier de la vape. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, mais il faut aussi penser aux consommateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que le format pod reste quelque chose, comme tu le dis, de très entrée de gamme et très minoritaire, parce que ça t'adresse à une niche. Mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est important d'avoir ce produit d'entrée de gamme pour les gens qui veulent rien faire et qui disent toujours la cigarette, c'est plus facile. Ou les malvoyants, etc.
Moi, j'ai quelques petites précisions et quelques questions à poser aussi. Enfin, d'abord, pour que le PET recyclé soit motivé dans le recyclage, il faut reconstruire avec du PET recyclé. Donc, les fabricants doivent se pousser à utiliser des PET recyclés dans la fabrication de leur liquide. La quantité, c'est 150 millions de bouteilles par an en France en plastique. Ça, ce sont des chiffres qui sont donnés aussi par les fabricants de bouteilles, parce que pour avoir la réponse, il suffit de leur poser la question, en fait. Ils savent très bien combien ils distribuent de bouteilles à la filière. Et le chapitre important, c'est la TGAP. C'est la taxe globale sur les activités polluantes. C'est plus 10 à 20% à partir du 1er janvier 2021 sur tous les produits qui n'utilisent pas de produits recyclés. Ça veut dire qu'in fine, un consommateur, un vapoteur, va se retrouver avec 1 euro de plus sur sa fiole au 1er janvier 2021. Est-ce que la filière est prête à ça? Si le fabricant ne fait pas son travail. C'est un autre sujet, mais si le fabricant fait son travail, le consommateur final ne doit pas être impacté de cette hausse. Pour info, il y a déjà des fabricants qui utilisent des flaconnages en partie recyclés, donc c'est très louable à eux. Pour revenir à la question de Jack, donc c'est ce qu'on avait évoqué, les détergents sont recyclables et pas la nicotine, mais en fait c'est là où je disais qu'il faut qu'on soit liés, parce que les organismes de recyclage ne prêtent pas forcément attention à notre industrie. On a des contraintes qui sont vraiment facilement résolvables. Et ce qui serait mieux de faire, plutôt que prouver aux consommateurs via une charte qu'on est responsable, c'est plutôt développer des solutions tous ensemble, entre fabricants, la FIVAP qui peut avoir un grand appui aussi là-dessus, les associations de consommateurs. Je pense que c'est plus tous ensemble, trouver des solutions, plutôt dire moi, je suis quand même éco-responsable, venez acheter chez moi. Merci. Une dernière question peut-être? Remarque? Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez profiter de ces 110 exposants qui sont là aujourd'hui, VapExpo. VapExpo qui est aussi un salon éco-responsable. Hein. Il y a plein de belles initiatives qui sont prises par les organisateurs de ce salon. Merci à vous. Belle journée.